Il y a beaucoup de sujets à aborder, le pass vaccinal, forcément, l'impact du Covid aussi sur la campagne présidentielle, la question des parrainages. Mais d'abord, ces mesures qui se multiplient un peu partout en Europe, aux Pays-Bas, on l'a vu, en Allemagne, au Royaume-Uni, puis plus récemment en Espagne avec le retour du masque en extérieur, et puis le tour de vis également en Belgique. Vous craignez que de telles mesures de restriction arrivent rapidement en France ? Oui, bien sûr, tout est toujours possible. De toute façon, on est embarqué dans cette folie depuis quasiment 2 ans, sans regarder, sans vouloir regarder les résultats des pays qui n'ont pas du tout mené ces politiques de restriction. Je pense en Europe à la Suède, je pense actuellement au Royaume-Uni. D'ailleurs, Boris Johnson a dit nous, on rajoutera aucune restriction pour Noël, et puis d'autres pays, beaucoup d'autres pays dans le monde qui sont pas du tout là-dedans et qui finalement ont des résultats toujours au moins aussi bons ou aussi mauvais. On voit comme on veut, mais en tout cas, voire souvent meilleurs que la France à plein de points de vue. Donc tout ça n'a absolument aucun sens, si ce n'est de continuer à embêter les peuples, à vouloir les contraindre, leur imposer des mesures tyranniques, liberticides, insupportables, des mesures de contrôle. C'est-à-dire que pour vous, il n'y a pas besoin de mesures, en tout cas de restrictions, ou de faire attention à ces interactions sociales pendant cette période de fête ? Non mais écoutez, moi je fais confiance à la responsabilité de chacun. On a eu une vie avant le Covid, on savait quand on était malade ou souffrant, qu'on avait des symptômes, se protéger ses proches, on ne se jetait pas sur sa grand-mère pour aller l'embrasser. Enfin, on savait faire. On n'est pas complètement idiot. On a appris des choses. On est éduqué. On est instruit là-dessus. Pour le reste, non. Moi, vous savez, je regarde encore une fois les pays étrangers qui n'ont pas fait ça. Je regarde les études parce que moi, j'ai essayé de remettre un peu de la science dans cette religion, dans cette foi covidiste, dans cette religion covidiste complètement folle. Je me souviens qu'il est sorti il y a 1 an une étude de l'université de Stanford signée par Ioannidis, qui est le plus grand épidémiologiste du monde. Tout le monde l'a oublié. Plus personne ne le cite. Enfin, elle existe cette étude. Elle démontrait que les politiques de restriction de liberté n'avait aucune justification scientifique et aucun impact. Voilà. Donc c'est démontré tout ça. En fait, on le sait, mais on fait semblant de croire que ça n'existe pas. Ça vous inquiète pas quand on voit qu'on a dépassé les 3000 patients, personnes en réanimation en France, que c'est de plus en plus saturé du côté de l'hôpital ? Mais écoutez, alors d'abord, il n'y a rien à faire, faut subir. C'est pas ça, c'est que il y a plein de choses à faire depuis le début. Il aurait fallu travailler sur les traitements précoces pour éviter justement la réanimation. Il aurait fallu rouvrir des lits à l'hôpital, plutôt que d'enfermer. Monsieur Macron en a fermé 5700 l'an dernier, record depuis 2013. Il aurait fallu éviter de suspendre 15 000 personnels soignants du fait de la loi Covid d'obligation vaccinale. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, on ferme des lits. Regardez, le CHU de Bordeaux a fermé 400 lits, non pas à cause du Covid, 400 lits parce qu'il manque du personnel soignant. C'est une honte absolue. C'est là qu'il faut travailler, refaire confiance aux médecins. De l'assurance maladie, on est à 1350 professionnels de santé suspendus. On est loin des 15 000 du mois d'octobre. On ne sait pas, parce qu'on nous a dit 6 000, puis 15 000, puis des chiffres, et puis quand on regarde au cas par cas dans la presse locale... Moi, je vous parle de l'assurance maladie, là. Oui, peut-être. Moi, je ne crois plus aucun chiffre qui vient de toute façon de toutes ces instances, parce qu'on nous a tellement menti depuis le début. En tout cas, moi, je regarde des indicateurs de terrain, et la somme fait manifestement plus que 1300. Enfin bon, on verra bien. En tout cas, si vraiment on s'achemine vers 4 000 personnes en réa, comme il l'annonce pour la fin de l'année, c'est-à-dire à peu près le même chiffre que lors de la seconde vague, alors qu'à l'époque, il y avait 100% de non-vaccinés, il n'y avait pas de passe sanitaire, c'est donc manifestement que la stratégie choisie est une catastrophe. Si on arrive au même point avec le passe sanitaire depuis 4 mois, avec 90% de double, bientôt triple vaccinés, c'est qu'il faut peut-être commencer à se poser des questions. Mais non, Monsieur Véran, on va continuer, on va aller vers la 4e, la 5e, la 6e dose, le passe vaccinal, toutes ces folies, peut-être le couvre-feu en janvier, on nous dit, enfin tout ça, je veux dire, au bout d'un moment, on comprend bien qu'on n'est plus dans le sanitaire. On est dans une politique de contrôle des peuples. En tout cas, Florian Philippot, les premières études qu'on voit de ce qui se passe en Afrique du Sud ou au Royaume-Uni, a priori, on a l'impression que, sur ces premières études, ce qui est dit, c'est que c'est plus contagieux, mais pas forcément, on va dire, par rapport au variant Delta, plus virulent. Ça veut dire que finalement, en gros, il n'y a pas à s'inquiéter de cette vague Omicron, en tout cas, manifestement. Le gouvernement fait trop ? Pas du tout, il ne faut pas s'en inquiéter. L'Afrique du Sud, les études nous disent division par 5 des hospitalisations. L'Écosse nous dit division par 3. Bon, dans tous les cas, c'est par rapport à Delta. Donc c'est tout à fait rassurant. Alors ça, oui, il y a des contaminations, oui, on est en hiver, oui, voilà, on le sait parce qu'on fait des tests. On ne le faisait pas il y a 2 ans, il y a 3 ans, ni sur la grippe, ni sur les rhumes, ni sur rien. On ne savait pas quel était le niveau de contamination. Donc, mais par contre, je remarque que les articles de presse vous parlent de déferlante, vous parlent de vagues inquiétantes. Monsieur Véran, Monsieur Macron
Macron, M. Castex font tout pour paniquer les gens. On est à 4 mois d'une élection présidentielle. Et quel est l'intérêt du coup? C'est le contrôle des populations, c'est ça pour vous? Je le dis depuis le Et début. l'élection présidentielle? Il y a le contexte de l'élection présidentielle. Macron, s'il peut faire que ses concurrents ne fassent plus de meetings, ne fassent plus campagne, ne puissent plus s'exprimer correctement, ne puissent plus aller voir leurs compatriotes sans être à minima culpabilisés d'organiser des réunions publiques, ce sont des contaminateurs. Moi, je veux dire, ça glisse sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Hein. Je continue ma campagne absolument comme avant, évidemment. Et de toute façon, le Conseil constitutionnel nous protège. Il n'y a pas de passe sanitaire à l'entrée des meetings. Moi, je continue mes meetings tout à fait normalement. C'est pas un Macron qui va me dire comment je fais ma campagne. Mais je sais que beaucoup sont sensibles à ça. Et puis, au-delà de ça, et plus mondialement, en tout cas dans l'Occident en général, il y a clairement une politique de mise en place, de dressage, de domestication des peuples qui arrivent, où on va habituer chacun à montrer son QR code 4-5 fois par jour pour des activités très banales, à se prendre une injection tous les 3 ou 4 mois pour garder son boulot, voire pour pouvoir continuer à avoir des activités profite du virus, quoi, sociales. C'est plus que ça, c'est un système capitaliste prédateur qui profite du virus. Ce sont des États qui sont dominés par des entreprises transnationales et par des organisations supranationales comme l'Union européenne qui profitent de ce virus pour mettre en place une espèce de tyrannie mondiale absolument inhumaine, absolument abjecte, où on voit maintenant en France, et ça c'est très grave, une population entière, les non-vaccinés montrés comme le bouc émissaire, coupables de tout, des sous-hommes, des sous-femmes, sans aucun droit, sans aucune liberté, des gens qui sont même plus citoyens français, qu'on traite comme des criminels. Ça, c'est une honte absolue. Alors ça, c'est une chose, mais ils sont quand même, faut le dire, c'est important de le préciser, ils sont surreprésentés en réanimation ou dans les décès justement liés au Covid. Écoutez, aujourd'hui, d'abord, sur les chiffres, c'est ce qu'on voit en tout cas. L'adresse nous dit, il y a quelques jours, il y avait un peu plus de 63% des morts qui étaient vaccinés. Alors, oui, sur 90%. Oui, je connais l'argument. Après, le taux ne cesse d'augmenter. Oui. Mais c'est pas. Si vous écoutez Monsieur Véran, vous avez l'impression que 100% des contaminations et des morts sont des non-vaccinés. C'est un mensonge éhonté. Oui. Deuxièmement, quel est le statut de non-vacciné? Vous savez, le 15 décembre, 400 000 Français de plus de 65 ans sont administrativement redevenus non-vaccinés, parce qu'ils ont refusé la 3e dose. Le 15 janvier, vous allez avoir plusieurs millions de Français qui vont redevenir non vaccinés parce qu'ils vont refuser la 3e dose. Et puis le 15 mai, j'imagine, encore plus quand il faudra faire la 4e dose, etc. Donc, le statut de non vacciné, il n'est pas clair. Je veux dire, il n'est pas clair. Tout vacciné est un futur non vacciné. Hein. Ça dépend du nombre de doses auquel vous en êtes. Florent Philippot, sur ce pass vaccinal qui va être mis en place, c'est le but du gouvernement, calendrier accéléré, finalement. C'est quoi cette mesure? C'est quoi? Elle est scandaleuse selon vous? Elle est complètement d'abord débile, excusez-moi du terme, débile du point de vue médical et scientifique, puisque le vaccin, on le sait maintenant, n'empêche pas la transmission. Donc tout ça n'a absolument aucun sens. Mais Monsieur Véran, il veut toujours aller plus loin dans le contrôle et l'humiliation d'une partie de son peuple. Deuxièmement, elle est absolument scandaleuse. Elle est honteuse. Elle est inhumaine. Avec dans le projet de loi sur ce pass vaccinal, on pourrait avoir dedans aussi le contrôle d'identité par les professionnels. Oui, tout à fait. Chacun va devenir le flic de l'autre. On a eu des débats pendant des années sur les limites du contrôle d'identité par la police, qui est habilitée à le faire. On disait il ne faut pas que les policiers municipaux puissent le faire, il faut qu'on le fasse avec parcimonie en banlieue parce qu'il peut y avoir des problèmes de discrimination. Attention, on a fait 10 000 rapports administratifs là-dessus, des dizaines d'heures de débats à la télévision. Et là, par contre, ça passe comme une lettre à la poste. Votre cafetier, votre restaurateur, votre patron, etc. pourront vous demander votre carte d'identité en arrivant. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État vont valider ça? Mais écoutez, s'ils valident ça, il faut fermer ces institutions. Il faut fermer, il faut mettre la clé à la poubelle et ne plus jamais rouvrir ces institutions parce qu'elles auront démontré qu'elles avaient trahi leur mission originale qui était de protéger les libertés des Français. Aujourd'hui, vous êtes vacciné ou pas? Non, je ne suis pas vacciné. Normalement, je ne répondrais pas, vous voyez, à ce genre de questions dans un monde normal, mais maintenant j'ai décidé que je répondais. J'aurais accepté que vous oui, mais j'ai rien à cacher. Moi, je suis paria parmi les parias. Je n'ai pas de passe sanitaire, je n'aurai pas de passe vaccinal. Je ne suis pas de ce monde-là. Chacun fait comme il peut et comme il veut, mais moi, je ne suis pas de ce monde-là. Je me débrouille. Je serai paria parmi les parias avec mes compatriotes parias jusqu'au bout, jusqu'à la libération.
Vous avez lancé un appel, en tout cas adressé une lettre pour justement demander une forme d'union sacrée pour lutter contre ce pass vaccinal. Vous avez envoyé cette lettre à différents candidats, différents politiques. Lesquels et quelles réponses vous avez eues? Alors, la lettre est partie. Les lettres sont parties hier, donc pour avoir donc c'est un peu tôt, ouais. Des réponses. Quoique, Jean-Frédéric Poisson m'avait appelé spontanément suite à mon message en ligne, me disant que lui, il en était. Jacqueline Moreau l'a mis également. Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit aussi. Ils seront là d'ailleurs le 8 janvier pour la très très grande manifestation populaire. Et puis, Jean-Frédéric Poisson m'a dit qu'il allait essayer de convaincre d'autres responsables politiques. Donc on voit que ça prend. Oui, l'idée, si vous voulez, c'est qu'au bout d'un moment, là, les choses sont tellement graves. Les actions, les décisions prises et le vocabulaire employé, qui est inédit dans notre histoire, où on crée une rupture au sein du peuple sciemment, ce qui est le crime le plus grave de la part d'un gouvernement, y compris au sein même des familles. Il divise les familles, c'est criminel, surtout à quelques jours de Noël. Il faut mettre en pause sa campagne présidentielle, vraiment. Je veux dire, l'union sacrée, vous savez, on est en guerre. Alors si on est en guerre, on est responsable. On a une responsabilité. Aussi utilisé par Emmanuel Macron. Oui, mais on est en guerre contre. En fait, il est bien en guerre, Monsieur Macron, depuis le début, mais contre le peuple de France. C'est ça qu'il nous avait pas précisé. Juste sur cet appel, l'union sacrée, c'est mettre en pause notre campagne présidentielle. Et même si on est un leader politique qui n'est pas candidat, mettre en pause nos débats. On en a. On les gomme pas. Ils existent. Mais enfin, il y a quand même aujourd'hui les enfants à protéger. Il y a quand même la liberté, la souveraineté de notre peuple, la dignité de notre peuple à protéger. Et ça passe au-dessus de tout. Et des valeurs, nos valeurs sacrées, celles qui font de la France millénaire, celles qui font de notre humanité, à sauver. Et donc oui, je les ai appelés par un courrier à ce qu'on se retrouve tous le 8 janvier à Paris d'abord, au milieu des nôtres, au milieu des Français, dans une immense manifestation populaire. Imaginez 7 candidats à l'élection présidentielle. J'ai choisi simplement ceux qui se sont déclarés récemment contre le pass vaccinal. C'était mon seul critère. C'est assez large d'ailleurs. Il y en a 6 autres au-delà de moi. Il y a M. Lassalle, il y a Mme Le Pen, il y a M. Zemmour, il y a M. Mélenchon, il y a M. Dupont-Aignan et M. Asselineau. Ça fait 7 avec moi. Plus d'autres leaders politiques, M. Bellamy, Mme Vonner, etc. etc. Si nous nous retrouvons côte à côte et nous disons stop ensemble à la tyrannie covidiste, il n'y a plus de tyrannie. Parce qu'il y a besoin d'une certaine façon, parce que le dernier rassemblement, le week-end dernier, c'était un peu plus de 25 000 manifestants contre près de 250 000 l'été dernier, au plus fort justement de vos manifestations contre le pass sanitaire. C'est-à-dire que ça a baissé. Comment vous expliquez que ça, justement, que les Français je n'ai jamais retenu les chiffres de M. Darmanin parce qu'ils sont faux. Comme tout ce qui sort de la bouche de ce gouvernement, tout est mensonge. Il y a beaucoup plus de monde que ça. Et notamment le week-end dernier, nous avons vu une très forte poussée de la mobilisation indéniable. Même, effectivement, Darmanin a dû la noter. Alors, il l'a minoré, mais il l'a quand même relevé. Oui, il y a des gens qui décrochent de ce narratif. Il y a des familles qui protègent leurs enfants, qui viennent maintenant manifester. Et il y a des gens qui avaient fait leur 2e dose. Tout le monde vient, vacciné ou non vacciné, c'est pas le sujet chez nous. Mais qui décrochent, qui feront pas la 3e, parce qu'ils veulent pas de ce monde-là où on se fait injecter tous les 4 mois pour avoir le droit d'aller prendre un café en terrasse ou de garder son boulot.